Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui nous allons littéralement détruire le monde tel que nous le connaissons en faisant perdre à Guillaume le Conquérant la bataille d'Hastings. Mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas la moindre foutue idée de qui est Guillaume le Conquérant et de ce qu'est la bataille d'Hastings. En gros, cette bataille a permis aux Normands, dirigés par Guillaume, de s'imposer sur le trône d'Angleterre et au passage de changer totalement l'histoire de toutes ces îles ici sur la carte, et par extension de déclencher des conséquences immenses sur l'histoire du monde. Mais avant de changer l'histoire, et ce scénario croyez-moi il fait beaucoup changer l'histoire, je vais comme d'habitude vous faire un petit résumé du contexte de l'époque. Alors déjà on a parlé des Normands, mais de quoi, de qui les Normands? Eh bien remontons le temps jusqu'en 799, où les Normands étaient à l'époque plus connus sous le nom de Vikings. Ces peuplades venus du nord de l'Europe pillaient déjà depuis un moment les royaumes saxons, dans ce qui était à l'époque l'Angleterre. En 799, parce qu'il faut bien y passer un jour, les Vikings s'aventurent plus au sud et commencent à mener des petits raids contre des monastères dans l'ouest du royaume franc, dirigé par Charlemagne. Alors au début c'est gentillet, à peine quelques petits pillages et égorgements de moines tranquilles qui commencent tout de même à être de plus en plus fréquents. Bah oui, le royaume franc à l'époque étant beaucoup plus riche que les pauvres royaumes saxons d'Angleterre, les Vikings comprennent vite qu'ils ont tout intérêt à concentrer leurs efforts dessus. Donc les expéditions s'intensifient et commencent à devenir un vrai problème le jour où les Vikings s'aperçoivent qu'ils peuvent remonter les fleuves à partir de la côte et trouver des villes encore plus riches au bord de ceux-ci, notamment la ville de Paris. Ils aimeront tellement l'architecture locale qu'ils reviendront piller la ville 4 fois, ah mais c'est de l'acharnement à ce niveau-là. En 845, en 856, en 861 et en 885. Les rois francs de l'époque vont devoir, malgré des tentatives pour se défendre, systématiquement payer des rançons astronomiques pour faire partir les Vikings. Et comme si c'était pas assez, les hommes du Nord, non content de littéralement victimiser tout le monde, prennent l'habitude, au lieu de rentrer chez eux après les pillages, de passer l'hiver tranquille dans les territoires pillés, genre on s'installe. Et c'est en 911 que Charles le Simple, le roi de la Francie occidentale, donc qui correspond à peu près à ce territoire sur la carte, décide que c'est bon, il y en a marre de se faire victime, et va prendre une décision courageuse en donnant des territoires aux Normands. Bon, ça a tout de même marché un peu car un certain Rollon, un chef viking installé en Basse-Seine, accepte de se convertir au christianisme en échange d'un territoire correspondant plus ou moins à la Haute-Normandie. Rollon devient alors duc de Normandie et s'engage à protéger le royaume franc de ses compatriotes vikings qui continuent d'arriver et qui veulent remonter la Seine pour victimiser le pays. Le duché de Normandie va donc petit à petit se faire coloniser par les vikings qui se mêlent rapidement à la population franque locale. Et bizarrement, eh bien l'accord marche très bien. Rollon va tenir sa promesse de ne pas combattre les francs, il va également protéger le royaume des incursions vikings, et il va léguer le duché de Normandie à son fils, qui lui-même le lèguera à son fils, qui fera de même et ainsi de suite. C'est ainsi que la dynastie des ducs de Normandie est née. Le duché petit à petit va s'agrandir aux dépens de la Bretagne et deviendra une région prospère quasiment indépendante du royaume franc, bien que toujours théoriquement un vassal du roi. Alors vous allez me dire pourquoi c'était important de préciser tout ça? Eh bien parce que c'est un descendant de Rollon, un certain Guillaume, qui va prendre le pouvoir dans le duché de Normandie durant l'année 1035, et qui va entamer une des expéditions les plus folles de l'histoire, l'invasion de l'Angleterre. Alors Guillaume, à la base, il était surnommé Guillaume le Bâtard, car son papa, fidèle aux coutumes nordiques, avait plusieurs femmes, dont une avec qui il n'est pas marié, et qui lui a donné le petit Guillaume. Or, selon l'église, ce genre d'enfant, avec des femmes non mariées, était considéré comme des bâtards, mais rien à foutre, le papa le désigne quand même comme successeur. Guillaume le Bâtard, tu m'étonnes qu'avec un qualificatif pareil, il cherche à trouver un moyen pour changer de nom. Et il va le trouver en profitant d'une crise de succession énorme, qui va laisser le trône du royaume d'Angleterre contesté entre plusieurs personnes. D'un côté, Guillaume, bien entendu, ensuite de l'autre, le roi de Norvège Harald, Hardrada, et de l'autre, le roi Harold, coincé entre les deux et commençant à paniquer un petit peu. Donc le conflit va commencer avec Harald, le roi de Norvège, qui va envahir le nord de l'Angleterre à la tête de 15 000 hommes. Celui-ci va néanmoins se faire battre par Harold à la bataille de Stamford Bridge. Même si les Norvégiens sont massacrés, l'armée anglaise ressort de la bataille sérieusement affaiblie. Et c'est le 28 septembre 1066 que les armées de Guillaume vont débarquer dans le sud de l'Angleterre. Harold et son armée se dirigent en catastrophe vers le sud pour rencontrer Guillaume, et c'est là qu'a lieu la bataille d'Hastings, qui sera une victoire décisive des Normands, et qui va tuer également le roi Harold, ce qui va laisser le trône d'Angleterre vacant. La couronne est à prendre, et Guillaume ne va pas se gêner, il va marcher sur Londres où il se fera couronner roi pour Noël dans l'abbaye de Westminster. Il va au passage se débarrasser de son surnom, le Bâtard, pour un autre qualificatif bien plus classe, le Conquérant. Et c'est ainsi qu'on se souviendra de lui. Par la suite, il lui faudra plusieurs années pour soumettre définitivement l'Angleterre, avec plusieurs révoltes de paysans et de nobles. C'est d'ailleurs pour ça que la noblesse anglo-saxonne sera presque entièrement remplacée par des nobles normands. D'ailleurs, Guillaume va faire évoluer le pays à grande vitesse, il va imposer le système féodal normand en Angleterre, il va changer la loi, il va construire tout un tas de châteaux forts et surtout lier le duché de Normandie et l'Angleterre, qui vont désormais appartenir à la même dynastie.
Ainsi, alors que le duc de Normandie est théoriquement le vassal du roi de France, il est également maintenant le roi d'Angleterre, donc l'égal du roi de France. La conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant est donc à l'origine de la guerre de 100 ans. C'est également la raison du basculement de l'Angleterre vers la politique européenne, alors que celle-ci avait auparavant plus d'affinité avec les pays scandinaves. Alors avec ce petit résumé, vous avez déjà un aperçu de l'impact énorme qu'a eu un seul homme sur l'histoire d'un pays, et par extension sur l'histoire du monde. Donc maintenant, nous allons nous demander ce qui aurait pu se passer si Guillaume le Conquérant était devenu Guillaume le Mort à la place. Et si les armées normandes avaient été massacrées par les armées anglo-saxonnes du roi Harold, quelles auraient été les conséquences sur le monde et à quoi aurait ressemblé l'Europe? Alors les probabilités de victoire du roi Harold auraient été très faibles dans la réalité, en effet celui-ci se remettait à peine de la bataille contre les Norvégiens, contre le roi Harald, et n'avait même pas la totalité de son armée à disposition, une partie était en effet stationnée dans le nord. Guillaume partait donc avec un énorme avantage dès le début. Mais ici, dans ce scénario, on va dire que d'une manière ou d'une autre, les troupes normandes sont mises en déroute par l'armée du roi Harold. Ici, Guillaume, qui restera éternellement le bâtard, meurt dans la bataille aux côtés de la plus grande partie de son armée. Dans ce scénario, les Normands restants se dispersent dans la campagne anglaise tandis que certains arrivent à retourner en Normandie annoncer la terrible nouvelle. Sur la centaine de vaisseaux partis à l'assaut de l'île, seule une douzaine reviennent en Normandie. L'histoire vient de changer à tout jamais. Alors concernant les conséquences à court terme, celles-ci sont assez évidentes. Tout d'abord, le roi Harold reste sur le trône d'Angleterre et les dynasties anglo-saxonnes continuent de régner sur le royaume. Concernant le duché de Normandie, eh bien il est probable qu'à la nouvelle de la défaite d'Hastings, le fils de Guillaume, un certain Robert, devienne le principal prétendant au titre de duc de Normandie. Le roi de France, en 1066, un certain Philippe Ier, aurait très sûrement à terme tenté de faire comme son père et profiter de la trop belle occasion pour soumettre le duché de Normandie qui devenait trop puissant. La Normandie serait donc sûrement devenue en quelques années un duché sans trop de pouvoir et soumis au roi de France, ou alors à ses voisins. Il est donc probable que la quasi-indépendance des Normands s'arrête donc ici dans ce scénario. Outre-Manche, les conséquences immédiates sont surtout importantes car en fait rien ne change vraiment dans la société anglaise. La rivalité franco-anglaise que nous connaissons dans notre monde est principalement due à la conquête de l'Angleterre par Guillaume. Or, dans ce scénario, cela n'arrive jamais. Le royaume d'Angleterre ici ne se mêle pas vraiment de la politique européenne, car il ne possède aucun territoire en Europe, comme dans la réalité. Elle aurait donc sûrement eu plus de liens politiques avec le monde scandinave ou germanique qu'avec le reste du continent. Le roi Harold, qui dans ce scénario reste sur le trône, sans opposition externe, aurait sûrement réussi à conquérir le pays de Galles plutôt que dans la réalité. On aurait donc pu voir les îles britanniques s'unifier sous un seul roi un peu plus vite. Une autre hypothèse pour le royaume d'Angleterre aurait pu être au contraire une fragmentation totale à coups de guerre civile et de révolte, car les oppositions internes ne manquaient pas avec Harold. En fait, Guillaume, dans notre réalité, en virant tous les nobles anglo-saxons et en les remplaçant par des nobles normands, a appuyé sur le bouton Reset. En remplaçant les nobles, il a également viré tous les titres et les prétentions de territoire, et donc les conflits. Bref, à partir de là, le monde va commencer à devenir complètement différent, donc on va avancer quelque peu dans le scénario pour arriver à un moment où dans la réalité ont eu lieu deux conflits, donc deux, qui ont changé l'histoire et qui ici n'arrivent jamais. Le premier s'est déroulé de l'année 1159 à l'année 1259 et est souvent nommé la première guerre de 100 ans. C'est un conflit ayant opposé les Plantagenets et les Capétiens, mais qui à ce moment-là étaient toutes les deux des dynasties françaises. Et ensuite la seconde guerre de 100 ans, qui a duré elle de 1337 à 1453, que vous connaissez sûrement un peu mieux, et qui opposait cette fois-ci Français, Valois et Anglais de la dynastie Plantagenet encore. Donc ces deux conflits dans ce monde alternatif n'arrivent jamais, ils n'ont aucune raison d'arriver car les Normands sont restés vassaux du roi de France dans ce scénario. Et vu qu'aucune de ces guerres n'arrive, explorons un peu les conséquences générales dans ce scénario. Alors les conséquences de ces non-événements sont énormes. En effet, il est souvent admis que c'est à l'issue de ces deux guerres que l'identité nationale française a vraiment émergé, les Anglais étant à l'époque des ennemis contre qui s'unifier. Avant ça, Pierrick, le paysan lambda de cette époque, se considérait comme habitant de sa région et pas forcément comme français. Après la guerre de 100 ans, Pierrick et sa famille commençaient à se sentir un peu français quand même. Le roi par contre aurait sûrement vu son autorité et ses territoires largement augmenter par rapport à la réalité, car dans ce scénario, les dynasties anglaises ne sont pas là pour foutre le bordel. Donc pour résumer, le roi aurait sûrement été plus puissant, mais l'identité nationale française, nécessaire pour former un seul pays, n'aurait pas été aussi forte. La France ne se serait donc pas unifiée en un seul bloc, au moins pour un moment. Au niveau militaire, de nombreuses armes développées grâce à la guerre de 100 ans, comme par exemple l'artillerie, auraient mis plus de temps à faire leur chemin sur le champ de bataille, et auraient sûrement changé l'issue de très nombreux conflits. Il est donc également possible que la peste noire, qui dans notre réalité a décimé plus de 50% de la population européenne, soit ici, moins violente, ou ne déclenche pas une diminution aussi énorme de la population. En Angleterre également, la réforme religieuse qui a mené à la création de l'église anglicane n'aurait pas eu lieu, car le roi qui a fait tout ça n'existe ici tout simplement pas.
Donc ici, pas d'église anglicane. Et profitons-en, vu qu'on parle d'église, cette guerre a également provoqué une immense remise en question au sein de l'institution, qui ici n'arrive jamais. La réforme protestante aurait donc dans ce scénario très bien pu ne jamais se passer. Et pas de protestantisme veut également dire pas de guerre de religion, veut également dire pas de fuite des protestants de France, donc une colonisation différente, tout ça, tout ça. Et c'est là que les conséquences d'une défaite de Guillaume le Conquérant à la bataille d'Hastings s'étendent à toute l'Europe. Car si la France ne s'était pas réunie suite à la guerre de 100 ans comme elle l'a fait dans la réalité, c'est tout le destin du continent qui aurait été changé. La France était en effet un acteur majeur, voire le principal acteur d'une immense partie des événements importants en Europe à partir du XVe siècle. On part donc sur des centaines de batailles, de mariages entre dynasties, d'alliances qui n'arrivent jamais dans ce scénario. C'est également un changement total dans les frontières, dans la colonisation et les grandes découvertes, dans les rapports avec l'Orient, avec la religion, la technologie, etc. À partir d'ici, on part sur des conséquences impossibles à prévoir tellement elles sont gigantesques. Par extension, vu que l'Europe a plus ou moins influencé le monde entier, eh bien les cultures en Amérique, en Afrique, en Asie, tout aurait été différent. Les religions, les territoires, les pays, etc. Même la façon dont on parle aurait été différente. Déjà, la langue anglaise, telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est un mélange d'ancien français, de normand et de saxon, aurait été bien différente, vu que dans notre monde, plus de 30% de l'anglais est dérivé du français ou du normand. Un anglais aujourd'hui aurait donc beaucoup de mal à comprendre un anglais de cette réalité alternative, où Guillaume le Conquérant n'a jamais gagné la bataille d'Hastings. Même les prénoms des habitants de l'Angleterre d'aujourd'hui auraient été différents. Par exemple, plus de William ou de George, mais beaucoup plus de Edwin, de Uldric, de Freda, des prénoms à consonance plus saxonne, et oui, même la façon dont les gens s'appellent aurait été changée. En France également, sans la guerre de 100 ans et l'immense brassage de population qui en a résulté, la langue française aurait été beaucoup moins parlée et donc moins diffusée dans le monde. La plupart des Français auraient donc parlé le patois de leur région beaucoup plus longtemps. Donc dans ce scénario, je me suis beaucoup concentré sur les conséquences en Europe, tout simplement parce que l'effet papillon est tellement gigantesque qu'il est impossible de prévoir tous les événements qui auraient pu affecter le monde. C'est pourquoi je vous demande, chers abonnés spectateurs, de me dire à votre avis quelles conséquences aurait eu ce scénario à plus long terme sur l'histoire du monde. C'est très marrant d'imaginer qu'une bataille gagnée ou perdue il y a 1000 ans puisse changer à ce point la manière dont on parle, comme quoi même chacune des actions que vous faites, chers abonnés spectateurs, influe peut-être beaucoup plus que vous ne le pensez sur l'histoire du monde. Comme ça, vous n'avez pas la pression. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé la faire. Comme d'habitude, vous pouvez mettre vos scénarios dans les commentaires, je les lis tous, mettre un pouce en l'air si jamais vous avez apprécié mon contenu, vous abonner si vous voulez en voir plus. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur Utip et sur Tipeee en regardant des pubs, me suivre sur les réseaux sociaux, et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.